Bienvenue sur Que devient l'Afrique, un espace dédié à l'analyse posée et à la compréhension des dynamiques contemporaines. Dans cette édition, nous nous intéressons à une lecture proposée par le professeur Franklin Yamsi autour des orientations stratégiques observées au Sahel, et plus précisément des réflexions liées à l'Alliance des États du Sahel, l'AES. À partir de déclarations publiques et d'éléments de contexte régional, l'intervenant développe une analyse structurée des relations entre les acteurs africains et leurs partenaires internationaux. Il met en perspective les évolutions diplomatiques, économiques et institutionnelles en cours, dans un environnement mondial marqué par la diversification des coopérations et l'émergence d'un cadre multipolaire. Cette approche invite à dépasser les lectures simplifiées pour mieux comprendre les enjeux de souveraineté décisionnelle, de coopération équilibrée et de développement durable. L'objectif n'est pas de convaincre, mais d'apporter des clés de lecture utiles, fondées sur l'observation, la contextualisation et le respect du pluralisme des analyses. Voilà ce que le président Ibrahim Traoré nous disait ici à Bamako, on n'a pas compris. Nous sommes désormais dans un schéma de guerre ouverte des forces impérialistes occidentales contre l'Afrique. Les néocolonialistes français, très affaiblis sur le plan économique, très affaiblis sur le plan politique, militairement incapables d'affronter l'AES, ont appelé l'oncle Sam, leur grand frère, à venir prendre le relais. Vous avez vu les néocolonialistes français bombarder le Bénin. Vous voyez maintenant les impérialistes américains bombarder le Nigeria. C'est le même schéma. L'armée française n'est pas montée en première ligne parce qu'elle n'est pas capable de tenir une guerre de haute intensité contre le Sahel. Elle n'en a pas la capacité. Elle appelle désormais la grande armée impérialiste américaine à prendre les devants pour que les micro-impérialistes, pour que les vassaux de l'impérialisme anglo-américain viennent derrière. Nous assistons désormais donc à la phase ouverte de la guerre de recolonisation du continent africain par les armées de l'OTAN. Voilà pourquoi il faut absolument que les armées africaines se donnent les moyens de défaire les troupes de l'OTAN en Afrique. Ce n'est pas impossible. L'Afrique a pour elle, 1, l'avantage démographique, 2, l'avantage de la connaissance du terrain, et puis de 3, l'Afrique est en train de construire de grandes alliances avec le monde multipolaire. Elle peut et elle détient d'ores et déjà une haute technologie de combat de libération militaire. Il ne faut pas hésiter à leur montrer que s'ils veulent éradiquer les Africains ne se laisseront point faire. L'Afrique ne sera pas à la merci de l'Occident, comme la Libye l'a été, comme l'Irak l'a été. Il faut renforcer le dispositif, car ils vont attaquer. Ils vont chercher à bombarder Bamako. Ils vont chercher à bombarder Ouagadougou. Et ils vont chercher à bombarder Niamey. Les bateaux de guerre américains qui ont tiré sur le nord du Nigeria sont tout à fait capables de tirer sur la capitale nigérienne. J'espère que vous savez que la capitale nigérienne se trouve au nord, dans la région juste après le nord du Nigeria. Niamey est au sud du Niger, c'est-à-dire proche du nord du Nigeria. Les bombardements à la frontière entre le Nigeria et le Niger sont des provocations américaines contre le Niger et contre l'AES. Il s'agit en réalité de menaces d'agression. Il s'agit d'une progression, d'une gradation dans l'agression contre l'Afrique. On commettrait une erreur de ne pas avoir compris le message de Trump. Il vise les États souverainistes panafricanistes du Sahel. Les autres sont a priori soumis. Les valets qui sont à la tête du Cameroun avec Biya Paul, les valets qui sont à la tête du Nigeria avec Tinubu, les valets qui sont à la tête du Bénin avec Talon, les valets absolus qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire avec Ouattara Draman, ou du Sénégal avec Bassirou Diomaye Diakhar Faye, eux ils accepteront les 4 volontés. Ils accepteront tout naturellement les 4 volontés de Donald Trump, parce qu'il est le patron du bloc impérialiste américain, il est le patron du bloc impérialiste occidental. Ces caprices sont des ordres pour les vassaux africains. Mais alors, la question qui se pose, c'est avons-nous compris que Trump ne sera arrêté que par une force supérieure? L'Amérique recule face à l'Iran parce que l'Iran a montré une force supérieure. Israël recule face à l'Iran parce que l'Iran a montré une force supérieure. L'Amérique n'ose pas attaquer la Corée du Nord parce que la Corée du Nord a montré une force supérieure.
L'Amérique est freinée en Ukraine parce que la Fédération de Russie a montré une force supérieure. L'Amérique est freinée à Taïwan. Elle est freinée à Singapour. Elle est freinée à Hong Kong parce que la République populaire de Chine lui a opposé une force supérieure. Il faut tout faire pour construire, y compris sur la base des alliances du monde multipolaire, une force supérieure pour imposer à Donald Trump la paix. Le respect de la souveraineté africaine. Le bombardement du Nigeria est l'acte de guerre numéro 1 de la tentative de reconquête militaire du continent africain par les puissances occidentales à la tête desquelles les États-Unis d'Amérique. Voilà la vérité qui nous pend au nez. Voilà la vérité de cette opération. L'analyse proposée par le professeur Franklin Nyamsi s'inscrit dans une lecture attentive des dynamiques sahéliennes contemporaines, envisagées à la lumière des transformations profondes qui traversent l'ordre international. En s'appuyant sur des prises de parole du président Ibrahim Traoré, l'universitaire développe une réflexion structurée sur les repositionnements stratégiques observés autour de l'Alliance des États du Sahel, tout en les replaçant dans un cadre historique plus large, marqué par l'évolution des relations entre l'Afrique et ses partenaires extérieurs. Cette réflexion invite d'abord à considérer le Sahel comme un espace où s'expriment des aspirations croissantes à la maîtrise des choix collectifs. Selon Franklin Nyamsi, ces aspirations ne surgissent pas de manière isolée, mais résultent d'un long processus historique au cours duquel les sociétés africaines ont progressivement renforcé leur capacité d'analyse, d'organisation et de projection stratégique. L'AES apparaît ainsi comme l'une des expressions institutionnelles de cette maturation politique, portée par une volonté de coopération régionale accrue et par la recherche de solutions adaptées aux réalités locales. L'universitaire souligne que le contexte international actuel se caractérise par une recomposition des équilibres d'influence. Les cadres traditionnels de partenariat connaissent des ajustements, tandis que de nouveaux pôles de coopération émergent dans un environnement devenu multipolaire. Cette évolution conduit certains acteurs historiques à revoir leurs approches, parfois dans un climat de concurrence accrue, parfois dans une logique d'adaptation progressive à des interlocuteurs africains plus affirmés dans leurs orientations. Dans ce paysage mouvant, Franklin Nyamsi met en avant la nécessité d'une lecture globale et nuancée des interactions entre le Sahel et le reste du monde. Il insiste sur le fait que les discours simplificateurs ne permettent pas de saisir la complexité des enjeux actuels, qui combinent considérations économiques, diplomatiques, institutionnelles et culturelles. L'analyse des propos du président Ibrahim Traoré est ainsi présentée comme une invitation à interroger les logiques sous-jacentes aux décisions internationales, sans céder à la caricature ni à l'excès d'interprétation. L'un des axes majeurs de cette réflexion concerne la question de l'autonomie décisionnelle. Franklin Nyamsi observe que plusieurs États sahéliens cherchent à diversifier leurs partenariats afin de réduire leur dépendance à des schémas hérités du passé. Cette diversification est interprétée comme un levier stratégique permettant d'élargir les marges de manœuvre, d'accroître la capacité de négociation et de mieux aligner les coopérations extérieures sur les priorités nationales et régionales. L'historien rappelle que l'Afrique a déjà connu différentes phases d'intégration dans l'économie et la diplomatie mondiale, chacune marquée par des rapports de force spécifiques. La période actuelle se distingue toutefois par un accès plus large à l'information, par la circulation accrue des savoirs et par la montée en compétences de nouvelles générations de décideurs et de chercheurs africains. Ces facteurs contribuent à une prise de conscience collective quant à la nécessité de penser le développement et la coopération sur des bases renouvelées. Franklin Nyamsi insiste également sur les atouts structurels du continent, qu'il considère comme des éléments centraux de toute stratégie à long terme. La vitalité démographique, la créativité sociale, la richesse culturelle et la connaissance fine des environnements locaux constituent, selon lui, des ressources majeures. À ces éléments s'ajoute la capacité croissante des États africains à s'inscrire dans des réseaux de coopération élargis, en dialogue avec des partenaires issus de différentes régions du monde. Dans cette perspective, l'AES est analysé comme un cadre expérimental, appelé à évoluer et à se consolider au fil du temps. L'universitaire souligne que toute construction régionale nécessite des ajustements, des apprentissages institutionnels et un dialogue constant entre les parties prenantes. Il invite ainsi à observer cette alliance non comme un modèle figé, mais comme un processus en devenir, révélateur des transformations plus larges à l'œuvre sur le continent. La réflexion se prolonge par une analyse comparative des situations internationales. Franklin Nyamsi évoque plusieurs exemples où des États ont renforcé leur position sur la scène mondiale en misant sur la cohérence interne, la continuité stratégique et la capacité à nouer des partenariats équilibrés. Ces exemples sont mobilisés non pour établir des parallèles mécaniques, mais pour illustrer l'importance de la constance et de la crédibilité dans les relations internationales. Selon lui,
L'Afrique dispose aujourd'hui d'une opportunité historique pour affirmer une voix plus audible, à condition de privilégier l'unité, la concertation et la projection à long terme. Cette affirmation passe par le renforcement des institutions régionales, par l'investissement dans l'éducation et la recherche, et par la valorisation des compétences locales. Elle suppose également une communication maîtrisée, capable de porter des messages clairs et constructifs sur la scène internationale. L'universitaire insiste sur le rôle central du dialogue dans ce processus. Il souligne que les relations entre l'Afrique et ses partenaires extérieurs gagneraient à s'appuyer sur des principes de respect mutuel, de transparence et de compréhension réciproque. Dans cette optique, la coopération est envisagée non comme une relation asymétrique, mais comme un échange fondé sur des intérêts partagés et sur la reconnaissance des spécificités de chaque acteur. La conclusion de cette analyse se veut résolument tournée vers l'avenir. Franklin Nyamsi appelle à une vigilance intellectuelle et à une réflexion collective, afin que les choix opérés aujourd'hui contribuent à un développement durable et inclusif. Il souligne que les défis sont réels, mais que les ressources humaines, culturelles et stratégiques du continent offrent des perspectives solides pour les relever. L'Afrique, selon cette lecture, se trouve à un carrefour décisif de son histoire contemporaine. Les décisions prises dans le présent façonneront les équilibres de demain. En misant sur la coopération régionale, la diversification des partenariats et la valorisation de ses atouts internes, le continent peut consolider sa place dans un monde en recomposition. Comme le rappelle un proverbe africain, un seul bras ne peut entourer le baobab. C'est dans l'union, la réflexion partagée et la constance des efforts que réside l'espérance d'un avenir équilibré, fondé sur la dignité, la coopération et la confiance mutuelle.